Mogadel 24 News, c'est l'heure de l'édition africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmajid Tebboune a présenté ses condoléances au journaliste palestinien Wael Dahdouh suite au lâche assassinat de son fils Hamza Wael Dahdouh par l'occupationniste à Gaza. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu Gilles Michaud, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de la sûreté et de la sécurité. Objectif, renforcer la coopération entre Alger et l'ONU dans le domaine. Candidature du Maroc pour présider le Conseil des droits de l'homme. Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU affirme que le statut d'occupant illégal du Merzem au Sahara occidental est incompatible avec ses aspirations. Et enfin, J-5 avant le lancement de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et à Abidjan, supporters et commerçants sont fin prêts à accueillir la compétition. Bonsoir à toutes et à tous. Les journalistes continuent de tomber les uns après les autres à Gaza. Et à ce propos, le président algérien Abdelmajid Tebboune a tenu à présenter ses condoléances aux journalistes palestiniens de la chaîne Al Jazeera, Wael Dahdouh et sa famille, suite au lâche assassinat dimanche de son fils Hamza Wael Dahdouh par l'occupant sioniste. Des journalistes délibérément ciblés en violation flagrante du droit international humanitaire et du droit à la protection qu'il leur garantit. Le président Tebboune a par ailleurs ajouté dans sa lettre de condoléances que leur mémoire éternelle continuera de hanter l'occupation sioniste comme le témoin du bâillonnement des voies de la liberté et de l'occultation de la réalité des crimes sionistes dans les territoires palestiniens occupés. Dans ce sillage, Abdelmajid Tebboune a enjoint au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche, d'examiner la situation des étudiants palestiniens en Algérie pour leur prise en charge immédiate après interruption des contacts entre ces étudiants et leurs proches dans les territoires palestiniens occupés. Le parti du Rassemblement national mauritanien pour la réforme et le développement, connu sous l'acronyme Tawassul, a appelé à la poursuite et à l'intensification des efforts de soutien à la Palestine. Lors de son discours, le chef du parti Hamadi Ould Sidi El-Mokhtar a salué la fermeté et le courage des Palestiniens à Gaza, exprimant par là même la nécessité de poursuivre les activités de solidarité avec la Palestine jusqu'à ce que cesse l'agression brutale et le génocide dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce lundi au siège du ministère des Affaires étrangères Gilles Michaud, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de la sûreté et de la sécurité. La réunion a été l'occasion d'évoquer les moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et les Nations Unies dans les domaines liés à la sûreté et à la sécurité. Les deux parties ont également examiné de nombreuses questions internationales et régionales, notamment la situation au Moyen-Orient et dans la région du Sahel. On reste en Algérie. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goujil, a signé ce lundi au siège de l'ambassade d'Iran à Alger et au nom du président Abdelmajid Tebboune, le registre de condoléances suite à l'attentat terroriste perpétré dans la province de Kerman, dans le sud de l'Iran, faisant plusieurs morts parmi les civils sans défense. Salah Goujil a exprimé dans son message la pleine solidarité de l'Algérie avec l'Iran dans cette épreuve, ajoutant qu'aucun effort ne sera ménagé pour inciter la communauté internationale à renforcer les efforts communs de lutte contre le fléau du terrorisme. L'Observatoire arabe des droits de l'homme a dénoncé le communiqué américain sur l'état de la liberté de culte en Algérie et les informations falsitieuses et erronées qu'il contient et qui n'ont aucun rapport avec la réalité, estimant que l'ingérence américaine dans les questions qui ont trait à la liberté de culte est totalement inacceptable, étant des questions internes liées aux particularités sociétales et culturelles. L'Observatoire a ajouté dans son communiqué que l'Algérie est un exemple à suivre
suivre en matière de renforcement de la liberté de croyance et de culte au regard de son système juridique qui protège les croyances. On en parlait tout à l'heure en titre, la candidature du Maroc pour présider le Conseil des droits de l'homme est de plus en plus contestée. Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies affirme que le statut d'occupant illégal du Marzen au Sahara occidental et son refus de ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples font du pays le moins qualifié des candidats. Sofiane Baroudi. La candidature du Royaume du Maroc à la présidence du Conseil onusien des droits humains au nom du continent africain continue de provoquer de larges réactions d'opposition internationale. Une série de raisons préside à cette levée de bouclier, à commencer par le fait que le régime marocain occupe illégalement et militairement les territoires du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, mais aussi son refus forcené de ratifier la Charte africaine des droits humains et des peuples. Le représentant du Front Polisario en Suisse, Oubi Bouchra el-Bachir, a exprimé dans une déclaration de presse, je cite, que le Maroc était le pays le moins apte à refléter les valeurs africaines au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, vu le registre effarant des violations systématiques des droits humains et la répression absolue qu'il exerce au Sahara occidental. Le diplomate sahraoui a également souligné le fait que le royaume expansionniste continue de violer la charte fondatrice de l'Union africaine, notamment l'article 4 de celle-ci, stipulant l'obligation pour les États de respecter les frontières héritées des indépendances. Pour rappel, Rabat, puissance occupante du Sahara occidental, empêche depuis de longues années les missions techniques de l'ONU, comme elle refuse le respect du principe de surveillance des droits humains, relevant pourtant des prérogatives de la MINURSO. Les questions de la torture et des incarcérations arbitraires, ainsi que celles des détenus politiques et d'opinion, sont également rappelées par beaucoup d'observateurs. En plus des détenus civils sahraouis de Agdimizik, il y a les nombreuses incarcérations des militants du mouvement du RIF, avec à leur tête Nasser Zefzafi. La violation de la liberté de la presse et celle de la liberté d'expression sont également à mettre dans ce registre, illustré par les cas des journalistes emprisonnés, comme Slimane Rissouni et Omar Radi. Un autre grief relevé par des observateurs est celui de la cyberrépression contre les journalistes et les activistes via l'utilisation de software espions tels Pegasus pour des activités illégales. La corruption et les crimes économiques font également partie du lot, ainsi que l'a relevé le retentissant scandale Morocco Gate ou encore le procès à la Cour de justice européenne concernant le pillage illégal des richesses naturelles du peuple sahraoui. Enfin, il faut ajouter à ce sombre registre le terrible massacre de migrants dans la région de Nador Mellila, revêtant un caractère clairement raciste qui a choqué l'opinion publique internationale, mais surtout les peuples africains. Le gouvernement d'unité nationale libyen a souligné dimanche la nécessité de développer des solutions radicales au problème du carburant lors d'une réunion en présence de plusieurs maires et ministres en garantissant les droits des citoyens, en particulier dans les régions du Sud, et en créant des alternatives afin d'augmenter les quantités reçues du dépôt pétrolier de Sabha, tout en établissant un mécanisme de distribution qui assure son acheminement vers toutes les municipalités afin de résoudre définitivement le problème. Présidentielle au Sénégal, la liste des candidats se rétrécit davantage. Sur les 93 dossiers recensés, seuls 9 candidats ont passé l'étape des parrainages après la vérification de leurs fiches par la commission. 20 autres candidats doivent passer par un second tour de contrôle à cause de la présence sur leurs fiches de parrainage de doublons externes, c'est-à-dire de noms qui étaient présents sur la fiche d'un ou plusieurs autres candidats, ainsi que des noms qui ne figurent pas au fichier électoral. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle s'est penchée ce lundi sur 2 recours déposés suite à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle qui donne le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, vainqueur. L'un émane d'un citoyen congolais et l'autre d'un des candidats, Théodore Ngoy, arrivé dernier lors de la course présidentielle et qui aurait mis en avant des irrégularités lors du scrutin. Un ancien ministre gambien se retrouve devant la justice helvète à partir de ce lundi. Il s'agit d'Ousmane Sonko, 55 ans, ministre de l'Intérieur pendant 10 ans sous la présidence de Yahya Jammeh, qui a dirigé le pays pendant 22 ans. Il est jugé pour crimes contre l'humanité, à savoir participer, ordonner ou n'avoir pas empêché des meurtres, actes de torture, viols et détention illégale à plusieurs reprises. Il risque aujourd'hui la prison à perpétuité. Regardez.
has been a long period of waiting. Cela a été une longue période d'attente avec colère et anxiété, mais je suis très optimiste maintenant et je me sens tellement heureux. Cela a pris trop de temps, mais nous sommes maintenant presque à la fin. J'ai fait confiance à la justice et j'ai hâte de venir en Suisse, d'assister au débat et de voir quel sera le verdict final. Je suis tellement optimiste que justice sera rendue. Nous espérons pouvoir un jour obtenir justice car c'est l'objectif ultime. Cela contribue également à la responsabilisation car la non-récurrence est ce dont nous avons besoin. Et la non-responsabilité assure que vous connaissez encore une fois la récurrence de ces actes. Si nous demandons pas de compte aux gens, des choses comme celle-ci continueront de se produire en Gambie, en Afrique et partout dans le monde. Sport football, nous sommes à J-5 avant le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et à Abidjan, supporters et commerçants sont prêts à accueillir cette compétition tant attendue à laquelle participent 24 nations africaines, dont l'Algérie. Je préfère que le Mali rapporte la première CAN en Côte d'Ivoire ici. Cette fois-ci là c'est différent. Ça a toujours été cette fois-ci, mais c'est comme ça. Cette fois-ci quand même, 2024, ça est pour les Maliens. Il faut respecter la logique. La Côte d'Ivoire ça a toujours été comme ça. Au fur et à mesure qu'ils commencent à gagner les matchs, on commence à avoir confiance. Mais en tout cas, il y a un bon état d'esprit. Et puis ici, en fait, j'ai confiance à l'entraîneur. Toi, tu connais, toi, tu dis Sénégal Faubry, non? Donc c'est déjà dit, ça finit. Et même il connaît. Les Lions. Oui, ça sera une ambiance de fou parce que la Côte d'Ivoire c'était un pays, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire, c'était un pays de gaieté, de joie, voilà. Donc j'espère que ça sera une très bonne CAN en Côte d'Ivoire. Et à quelques jours du début de la compétition, Aboubacar Sampil vient d'être élu président de la Fédération guinéenne de football. Le nouveau président a été élu lors de l'Assemblée générale élective de la FGF, organisée dans la soirée du samedi en présence des membres statutaires, des responsables du ministère des Sports et des observateurs de la Confédération africaine de football et de la FIFA. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous. Au revoir.